Bonsoir, je m'appelle Michel. Ce soir, je vais vous parler de si vous avez trop d'argent. J'ai souvent cette question-là qui revient et parfois aussi quand j'accompagne les gens, c'est le genre de question qui revient. J'ai beaucoup d'argent, je fais quoi avec? J'ai reçu un héritage, j'ai gagné un montant ou j'ai fait beaucoup d'argent, peu importe. Et les gens, en général, ne savent pas trop quoi faire avec ça. Donc, je vous explique tout ça. C'est parti. Donc, si jamais vous faites trop d'argent, il y a des possibilités pour vous. Tu as trop d'argent, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un beau problème, en fait. En fait, on préfère avoir trop d'argent que pas en avoir assez. C'est plus facile parfois de régler des problèmes quand tu en as trop que quand tu n'en as pas assez. Donc, quoi faire quand ton CELI, ton REER, ton REE, donc ton régime d'épargne-études, et ton CELIA, quand il va sortir au 1er avril, éventuellement, sont maximisés? Normalement, ces véhicules-là, c'est pour permettre de sauver de l'impôt. Le CELI, donc tout l'argent qui est dans un CELI, te permet de ne pas être imposé sur tous les montants qui sont dedans. Le REER, c'est aussi pour ta retraite, donc tant que l'argent est dedans, tu n'es pas imposé. Le REE, la même chose. Tant que tu ne sors pas l'argent, sauf pour les études, tu n'es pas imposé. Et le CELIAP, la même chose pour l'achat d'une maison. Mais qu'est-ce qui arrive une fois que tous tes maximums, tes plafonds sont remplis et qu'il te reste encore de l'argent? Au niveau du CELI, en fait, les CELI existent depuis 2009. Donc, j'ai mis les états de cotisation, en fait, cette année. Si jamais vous pouvez cotiser un CELI, vous pouvez aller jusqu'à 6 500 dans votre CELI. Okay? En fait, il y a un maximum, il y a un plafond. Le plafond en 2023 va être de 39 000 $. Donc, si vous avez commencé à 18 ans à cotiser à votre CELI, depuis que ça existe en fait, jusqu'à aujourd'hui, et que vous avez toujours mis les montants maximum, techniquement, avec le 6 500 de cette année auquel vous avez droit, vous allez vous rendre à 39 000 $. Attention de ne pas dépasser le maximum. Le gouvernement fédéral permet des fois jusqu'à 2 000 de maximum, mais si vous dépassez ça, sans pénalité, mais si on dépasse ça, le gouvernement va vous charger 1 d'intérêt par mois en, en déduction, en fait, pas en déduction, mais en frais, en pénalité. Okay? Donc, le CELIAP n'est pas encore là, mais il va sortir au 1er avril techniquement. Donc, éventuellement, il y a un 40 000 maximum, vous allez pouvoir mettre dedans. Le REER, le maximum cette année, en 2023, 30 780. Et les REER maximum, c'est 200 par année. Je pense que c'est 1500 ou 1200 par année, mais le maximum, c'est 1200. Donc, si vous avez cotisé, maximisé dans tous les véhicules que vous avez qui sont enregistrés, donc à l'abri de l'impôt jusqu'à un certain point, vous avez cotisé à peu près jusqu'à 117 000 $. Bravo, félicitations si c'est le cas. Par contre, ça se peut que vous ayez plus d'argent que ça puis que vous ne savez pas quoi faire avec. Au lieu d'acheter un paquet d'auto, faire des voyages, dépenser n'importe comment, inviter des amis au restaurant, au bar, au club, ben, rendez-vous service aussi. Oui, on peut tous faire ça. Il faut vivre la vie, il faut avoir du plaisir dans la vie, mais il ne faut pas que ça nous nuise à un moment donné. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Il y a plusieurs options, il y a plusieurs possibilités. Première des choses, si vous vous retrouvez avec beaucoup d'argent du jour au lendemain, un ou des héritages, montant d'argent, la loterie, n'importe quoi, vous trouvez un sac ou une valise à terre, puis il y a 1 million dedans. Gang de chanceux. euh, Consultez peut-être un conseiller ou une conseillère financière. Allez sur le site de l'AMF, de l'Autorité des marchés financiers, ils sont tous listés là. Donc, c'est plus sécuritaire que de contacter n'importe qui. On va dire ça comme ça. Et tous ceux qui sont listés avec l'Autorité des marchés financiers sont généralement fiables, sont surveillés et ils ont des comptes à rendre, si on veut. Euh, Peut-être ayez un comptable ou une comptable fiscaliste pour toutes les déductions, puis faire de l'évitement fiscal, si on veut, pas de l'évasion fiscale. Ça, c'est illégal, mais l'évitement fiscal, ça, c'est permis. Donc, ça permet de maximiser, d'en donner le moins possible au gouvernement, finalement, pour maximiser votre argent à vous. Et ou un actuaire, une actuaire. Ça, c'est si vous êtes genre Céline Dion,
puis que vous avez trop d'argent, ça vous sort par les oreilles, par le nez, par la bouche, puis vous vous étouffez avec, au pire, consultez un actuaire qui va vous aider là, à tout gérer ça. Okay? Mais la majorité des gens ne sont pas là. En tout cas, la majorité des gens que moi je connais ne sont pas là. Donc, si vous avez trop d'argent, remboursez vos dettes. Une fois que tout est maximisé, que tout est là, puis qu'il vous en reste encore, remboursez vos dettes si vous en avez. Remboursez votre ou vos hypothèques, selon le cas. Montez-vous un fonds d'urgence. Donc, probablement qu'un fonds d'urgence, vous pouvez le mettre dans un compte, une banque en ligne, peu importe l'institution financière avec laquelle vous faites affaire. C'est un fonds dans lequel vous allez avoir de l'argent s'il y a une urgence. Ça peut même être un fonds d'assurance personnelle pour vous. Si vous avez vraiment beaucoup d'argent, genre 3, 4, 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, vous ne seriez pas obligé de souscrire une assurance vie. Vous pouvez avoir un compte avec votre propre assurance à vous. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, il y a de l'argent dans le compte en conséquence. Pas besoin de souscrire une assurance. Utilisez un régime d'épargne enregistré d'études ou d'encouragement à l'éducation permanente. Donc, si vous cotisez là-dedans, l'argent qui est là-dedans, vous pouvez la sortir sans pénalité pour payer des études. Si vous avez de l'argent dans un REER, dans des CELI ou dans un CELIAC, quand il va être officiellement sorti au 1er avril, ben, profitez-en peut-être. Ben, le CELIAC, peut-être pas tout de suite parce qu'il faut donner le temps. Vous avez un maximum de 5 000 par année que vous pouvez mettre dedans, plus ou moins. Mais sortez l'argent de dedans pour acheter une maison, acheter un édifice, acheter quelque chose. Donc, ça va vider un peu. Vous allez pouvoir le remplir l'année suivante. Okay? Donc, normalement, si vous passez par le RAP, le régime d'accès à la propriété, vous allez pouvoir, vous allez avoir 15 ans en fait pour rembourser. Donc, ça vous fait de la place pour rembourser l'argent dans le REER. Vous pouvez fractionner aussi vos revenus avec votre conjoint-conjointe. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, votre conjoint-conjointe en a moins, ben, votre argent peut aller pour remplir ses placements à lui ou à elle selon le cas. OK? Ça ne marche pas pour tous les genres de placements, ça ne marche pas nécessairement dans tous les cas. Vérifiez avec votre comptable, mais vous pouvez fractionner les revenus ou participer, renflouer en fait surtout au niveau des REER, au niveau de votre conjoint. Okay? Vous pourriez toujours souscrire un CPG, donc des certificats de placement garantis ou des bons du trésor, mais ça, c'est vraiment pas rentable. Et de toute façon, les montants qui sont dedans sont imposables, les intérêts sont imposables. Mais ça peut être un endroit de garder l'argent en sûreté. Ça ne rapporte pas beaucoup d'intérêts. 4-5 % dans l'année, c'est vraiment pas grand-chose. Un compte d'épargne, c'est à peu près la même chose, plus ou moins, mais c'est de l'argent qui est mis de côté quand même. C'est sur le long terme que peut-être c'est un peu plus rentable, mais il y a des meilleurs moyens que ça. Souscrire peut-être une assurance vie permanente dans laquelle généralement il y a une partie investissement. Il y a mieux que ça, mais vu que vous avez déjà tout maximisé, les véhicules financiers que vous avez, les régimes enregistrés, bien là, rendu là, ça peut être une bonne idée de prendre une assurance vie permanente. Il y a des distinctions entre entière et universelle. À un moment donné, je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer les différences, mais il y a une partie fonds distinct dedans, donc il y a une partie investissement qui vous permet de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt. Et vous pourriez aussi ouvrir un compte fonds d'action. Les comptes fonds d'action avec, je ne sais pas si vous voyez cette affaire-là ici. Attendez une seconde, je vais juste voir si je peux l'enlever. Bon, désolé. Je reviens, c'est bon. Donc, un fonds d'action, en fait, avec le FTQ, c'est un fonds aussi dans lequel vous pouvez utiliser si vos véhicules sont tout maximisés. Ça vous permet quand même de mettre de l'argent dedans à l'abri de l'impôt. Là, c'est de voir avec le FTQ comment ça fonctionne, comment vous pouvez vous utiliser ce compte-là, ouvrir ce compte-là. Ça fonctionne généralement bien. Nous, on a un compte FTQ aussi, bien entendu. C'est vraiment simple, c'est vraiment facile et le personnel là-bas est vraiment gentil et efficace. Je vous dis ça comme ça en passant. Ce que vous pourriez faire aussi, si vous avez trop d'argent, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier. Ça ne vous permettra pas, ça, de tout ce qui est mentionné là, nécessairement de moins payer d'impôts. En fait, vous allez possiblement en payer. Mais tant qu'à laisser l'argent traîner dans des fonds de tiroir, pourquoi pas
faire quelque chose d'utile avec. Donc, vous pouvez faire de l'immobilier. Tôt ou tard, ça va vous rapporter. Ça va assurer votre avenir. Oui, vous allez payer de l'impôt, mais c'est mieux de payer de l'impôt pour faire de l'argent que rien faire puis pas payer d'impôt, tant qu'à ça. Vous pouvez démarrer une entreprise, un organisme à but non lucratif dans lequel vous n'avez pas le droit de faire des profits, mais vous allez rendre service à la société. Mais vous avez le droit de vous voter un gros salaire si vous voulez. Vous pouvez partir une fiducie aussi. Vous pouvez générer des dépenses et des pertes. Donc, vous allez payer moins d'impôts s'il y a des dépenses et des pertes, bien entendu. Vous pouvez acheter des œuvres d'art ou des sacs Prada, Louis Vuitton ou autres. En fait, ça, c'est un investissement. Ce n'est pas pour sauver de l'impôt, c'est un investissement. Mais si vous avez beaucoup d'argent, achetez des œuvres d'art, achetez des sacs de renom, des choses comme des vêtements de renom, parce que ça prend de la valeur. Vous pourriez vous ouvrir une galerie d'art. Si vous ouvrez une galerie d'art quelconque, vous pouvez acheter des œuvres d'art. Là, ils vont devenir déductibles d'impôts. Parce que là, vous devez comme meubler votre galerie d'art, donc ça pourrait devenir des déductions d'impôts rendues là. Mais si vous l'achetez pour votre maison, c'est des dépenses, vous n'aurez pas de déduction d'impôts. Par contre, ça prend de la valeur, donc vous pouvez toujours les revendre à un meilleur prix. Faire du trading avec ou sans crypto, peu importe crypto ou pas. Crypto, ces temps-ci, c'est beaucoup plus risqué, c'est très, très volatile, mais c'est intéressant quand même. Donc, vous pouvez faire du trading, donc jouer à la bourse avec un compte de courtage, soit sur l'Internet ou Wealthsimple ou autre, ou avec une caisse ou une banque. Vous pouvez cotiser un régime de retraite individuel, donc mettre de l'argent dans un régime de retraite pour vous ou pour vos employés. Vous pouvez investir dans un projet humanitaire. Il y a certains arrangements à faire, mais vous pourriez partir dans un autre pays et là, vous auriez accès à certaines déductions dans ce sens-là. Et rendre service à l'humanité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Faire des dons aux organismes, donc tout ce qui est organisme de charité, tout ce qui est non-profit Canada, États-Unis, en fait Amérique du Nord, ça va vous donner des crédits d'impôt au provincial ou au fédéral ou organiser des dons planifiés avec une fiducie, un hôpital, un organisme quelconque de bienfaisance. Et ça, ce qui va arriver, c'est qu'à chaque année ou à une certaine fréquence, vous avez des biens ou un montant d'argent qui s'en va là, dans lequel le gouvernement va vous accorder des crédits d'impôt. Vous pourriez aussi investir en recherche et développement, travailler sur des projets d'innovation, d'invention, d'amélioration. Généralement, tous vos frais, toutes vos dépenses sont aussi déductibles d'impôt. Donc, ce n'est pas des crédits d'impôt nécessairement, mais au travers d'une entreprise, à travers un projet, ça devient des déductions d'impôt. Faire des prêts privés. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui deviennent des prêteurs privés pour de l'immobilier ou autre. Attention, ça peut être des parties plus délicates un peu, mais bon. Et aussi placer de l'argent légalement à l'étranger. Donc, certains paradis fiscaux dans certains pays. Je vais vous mettre un lien en bas de la vidéo pour expliquer un peu c'est quoi, comment ça fonctionne. Généralement, c'est illégal, mais si vous déclarez, si c'est déclaré au revenu, au gouvernement fédéral provincial, il y a des droits. Il y a des droits. Vous avez droit quand même de mettre de l'argent à l'extérieur tant que c'est déclaré. Parce qu'on sait que le gouvernement, il veut tout savoir. S'il vous reste encore beaucoup d'argent, vous pouvez toujours ouvrir un compte non enregistré. C'est un compte de fonds communs, de fonds de placement, de fonds négociés en bourse, fonds d'action, peu importe. C'est comme un compte de banque, si on veut, mais qui rapporte beaucoup d'intérêts, mais qui n'est pas à l'abri de l'impôt. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez mettre un montant d'argent que vous voulez, vous pouvez mettre des centaines de milliers, des millions là-dedans, vous pouvez entrer, sortir tant que vous voulez et il n'y a pas de limite d'âge. Si je prends un REER, ben, rendu à 71 ans, ben, vous devez le transférer dans un FER. Il y a des transferts, il y a des changements qui doivent être faits. Là-dedans, ce n'est pas nécessaire. C'est votre argent, tant que vous êtes vivant, vous faites ce que vous voulez avec. Par contre, tout l'argent qui est dedans est imposable. En fait, vos gains en capitaux, donc l'argent que vous faites dans ces comptes-là, 50 donc la moitié va être imposée au taux ce que vous seriez imposé normalement. Il y a beaucoup de petits détails à ce niveau-là. Bien entendu, je reste très général dans cette vidéo-là. Ce n'est pas aussi toujours aussi simple ou automatique que ça. C'est les principes généraux que je vous donne ici. Donc, on peut ouvrir un compte de placement non enregistré dans presque n'importe quelle institution financière au Canada.
Il y a plusieurs compagnies d'assurance qui l'offrent aussi. Ça peut être des maisons de gestion de portefeuille et de fiducie. Comme je mentionnais, vous allez être imposé à 50% sur les gains en capital, donc sur l'argent que vous faites. Donc, vous achetez quelque chose, des actions, peu importe, à 1 000 ça vous coûte 1 000 ou 5 000 et vous les revendez 10 000, ben, vous avez fait un gain en capital de 5 000 vous allez être imposé sur 2 500 C'est aussi simple que ça. Non, c'est plus compliqué que ça un peu, mais c'est à peu près ça. Ça ressemble à ça. OK? Ça dépend de votre taux d'imposition. Puis ici, au Québec, malheureusement, on a deux paliers d'imposition. Donc, il y a le fédéral, il y a le provincial, donc ça change la donne un petit peu. Mais quand même, c'est plus rentable souvent faire ça puis de payer de l'impôt que de rien faire à ce niveau-là, puis de laisser l'argent traîner à la banque comme ça. Ça dépend aussi de la capacité de chaque personne, la capacité au risque, la tolérance au risque, en fait. Finalement, ne surtout pas laisser votre argent traîner à la banque dans un compte quelconque. Oui, vous pouvez le faire, il y a beaucoup de gens qui font ça. Pour beaucoup de personnes, c'est comme un gage de sécurité, mon argent est à la banque. Le problème avec ça, c'est que les banques vous protègent jusqu'à 100 000 Il y a quelques exceptions, mais généralement, c'est 100 000 Donc, s'il arrive quelque chose, la banque fait faillite, puis que vous avez des centaines de milliers de dollars, ben, la responsabilité de la banque à vous rembourser se limite à 100 000 Donc, vous allez être vraiment perdant si vous laissez ça à la banque. Tandis que si vous placez ça dans des maisons de placement ou autres, il n'y a pas ce genre de choses-là. Bien entendu, si vous perdez, mais au moins l'argent va rester là. Souvenez-vous de la règle de 72. Okay? La règle des 72, en fait, c'est le temps requis pour que vos montants d'argent doublent. Okay? C'est une règle qui fonctionne, qui n'est pas exacte dans le sens qu'elle ne prend pas en compte le taux d'inflation. Et si on parle d'un taux d'intérêt ici, 2 4 8 ben c'est variable. C'est jamais 8 pendant plusieurs années sans bouger. Ça varie, ça monte, ça baisse. Donc, c'est variable. Mais quand même, donc, si vous placez 1 000 à 2 d'intérêt, ça va prendre 36 ans avant que le montant double. Oh, excusez-moi, de la misère à soir, il est peut-être trop tard. Donc, ça va prendre 36 ans avant que votre montant double. Okay? Si vous placez le même montant d'argent à 4 ça va prendre 18 ans avant que votre montant double. Et si vous le placez à 8 ça va prendre 9 ans. 12 ça va prendre à peu près 4 ans, grosso modo. Okay? Donc, plus que le taux d'intérêt est haut, en fait, plus que votre argent va doubler rapidement. Le risque là-dedans, c'est les pertes, la volatilité. Donc, ce ne sera pas généralement toujours 8 ou 12 ça va jouer. Ça peut baisser beaucoup comme ça peut monter beaucoup. Ça fait comme des poches d'air. Si vous avez déjà pris l'avion, puis qu'il y a une poche d'air, ça descend raide, ça descend vite, ça fait peur, mais ça remonte à un moment donné. Ou l'exemple que je donne à plusieurs personnes, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis peut-être le genre de gars qui roule un peu plus vite que les limites de vitesse. Donc, je donne souvent l'exemple de dire, ben, si tu roules à, je ne dirais pas la vitesse, mais à telle vitesse, tu vas te rendre beaucoup plus vite. Si tu ne te fais pas pogner par la police, c'est parfait. Tu as sauvé une demi-heure, 1 heure sur ton trajet. Si tu te fais pogner par la police, ben là, c'est comme s'il y a des baisses de marché, tu perds un peu. Fait que c'est de jouer un petit peu avec la pédale. Si on parle d'argent, c'est de jouer avec les taux d'intérêt, c'est la tolérance au risque, c'est de dire, ben, OK, je place un montant d'argent dans tel fonds qui est rapportant, qui rapporte un petit peu plus. Je ne rentre pas dans ces détails-là dans cette vidéo-là, mais peut-être dans une autre vidéo, je pourrais aller plus en détail là-dedans. Donc, l'idée, c'est préférable de payer de l'impôt dans le sens de faire de l'argent, de payer de l'impôt là-dessus, de payer 50 sur vos montants en gains en capitaux, mais au final, il va vous en rester beaucoup plus que si l'argent est resté dans un compte d'épargne ou d'un compte chèque à la banque, bien entendu. Oui, c'est vrai que ça donne un sentiment de sécurité, mais honnêtement, c'est vraiment une fausse sécurité. Puis si moi, ben, j'en ai pas d'argent, OK? Puis j'en ai pas, puis j'en ai jamais d'argent, puis il y a des gens qui n'ont jamais d'argent, puis qui n'en auront jamais, puis ils le répètent en plus, c'est comme, ils se programment à pas de avoir, puis ils se demandent pourquoi qu'ils en ont pas, en fait, OK? Ben, c'est bien simple, c'est parce qu'ils se programment. En conséquence, ils se disent qu'ils n'en auront pas. Bon, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais en gros, si vous n'avez pas vraiment d'argent, puis c'est difficile d'en avoir ou de la garder,
Il y a toutes sortes de circonstances, il y a toutes sortes de raisons. C'est sûr que quand on a un travail stable, on a une business, on a différentes choses, l'argent rentre de différentes façons, ce n'est pas un problème. Quand il n'y a pas de job, quand il n'y a plus de chômage, quand il y a blessure, problème, ben là, ça peut devenir compliqué. OK? Mais on va dire qu'il n'y a pas de problème de santé physique ni mentale, il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas d'invalidité, il n'y a pas rien. OK? Ben, si tu as besoin de rentrer plus d'argent, écoute mes vidéos. Je niaise un peu. Mais oui, quand même, quand même. Il y en a qui sont quand même pas pires. Va sur l'Internet puis imprime-toi des affirmations. C'est clair que ça marche. Vous imprimez des belles affirmations, puis vous faites un credo avec ça que vous répétez à tous les jours et que vous visualisez. Ce qui marche vraiment, c'est un board avec des belles images dessus, avec des paroles, et à tous les jours, vous les repassez. Tôt ou tard, ça va faire son effet. Que vous y croyez pas, à un moment donné, vous allez finir par y croire. Votre cerveau va capter les sons, les images, va capter l'ambiance, l'événement, le momentum, la sensation que ça va provoquer de voir toujours ces belles images-là. Et à un moment donné, votre système va embarquer et dans la réalité, ça va finir par arriver. Je peux vous le prouver. Si vous avez besoin de preuves, appelez-moi, je vous donnerai des preuves. Vous pourriez toujours rencontrer un orienteur ou une orienteur professionnel qui peut aider, voir, dire, ben, par rapport à votre situation, votre âge, vos connaissances, compétences ou votre état, peu importe, voici ce qui serait possible. Retourner aux études, ça peut être une idée. Retourner aux études, faire un cours en quelque chose, peu importe le genre d'études, peu importe le genre de cours, collégial, DEP, universitaire, certificat, qui pourrait aider à avoir un meilleur travail ou démarrer une entreprise qui va porter fruit tôt ou tard d'une façon ou d'une autre. Lancer une business ou une business en ligne, peu importe. Éviter de tremper dans l'illégalité. Bon, je niaise un peu ici, mais pas vraiment non plus, parce que j'ai connu des personnes qui ont dû aller là pour arriver, pour joindre les deux bouts, malheureusement. OK? Et une fois qu'on est là-dedans, c'est très, très difficile d'en sortir. OK? Sinon, réfléchis sur tes croyances, ton estime de toi, tes valeurs, tes goûts, tes habiletés, tes compétences. Questionne-toi là-dessus. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Comme j'ai déjà mentionné, l'argent, c'est une relation. L'argent, c'est un état d'être. L'argent, oui, c'est physique, mais il y a une attitude reliée à ça. Puis, il y a des gens qui attirent l'argent, il y a des gens qui la rejettent, qui ne l'attirent pas du tout. Mais tout ça, souvent, c'est une question aussi de croyance. C'est une question de mentalité, d'apprentissage de ce qu'on a appris. Ça peut être religieux, ça peut être la famille, ça peut être l'éducation. Ça peut être systémique, dans le sens, ça peut être dans une région, il n'y a pas de possibilité. Des fois, on est obligé de déménager pour aller chercher des montants d'argent qu'on voudrait. On est obligé de faire des études particulières. Mais même pour faire ces étapes-là concrètes physiques, des fois, ça demande un certain changement de pensée, de mentalité. C'est pas évident, c'est pas facile des fois de sortir d'une zone qu'on appelle une zone de confort, de sortir de nos pantoufles, si on veut appeler ça comme ça. Mais à un moment donné, ça porte fruit. Un petit truc comme ça, si à un moment donné, il y a des choses qui doivent changer, les affirmations, les credos, c'est une façon simple, facile de sortir un peu de la zone de confort, de la zone de système de pensée qu'on peut avoir. Ça peut être une façon d'aider. Okay? C'est un petit truc comme ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.